bien identifier une pièce permet aussi de la faire vivre en tant que telle et justement de pérenniser son existence. La documentation, ça fait partie aussi de la conservation de l'œuvre. On ne va pas recréer quelque chose, mais on va pérenniser cette pièce. La Cinémathèque française détient une fabuleuse collection, 3400 costumes et accessoires, 2400 objets, mais aussi 134 maquettes de décors rangées, archivées et conservées avec un soin particulier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Charline Carrère, qui est chargée de cette collection. Bienvenue dans Profession costumière, Charline. Merci de votre accueil. Très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Comme je vous disais, c'est ma première interview en physique depuis plus d'1 an, donc ça fait très plaisir de pouvoir se voir en s'interviewant. Je suis contente de vous accueillir dans les réserves de la Cinémathèque. Merci. Alors, pour commencer, j'ai plusieurs questions sur justement la collection de costumes et objets de la Cinémathèque française dont vous vous occupez. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous retracer les grandes lignes de l'histoire de cette collection ? Alors, la collection de la Cinémathèque et son enrichissement est lié à l'histoire de la Cinémathèque et à l'acquisition de toutes les pièces de la Cinémathèque qui ont débuté en fait avec Henri Langlois. Donc passionné de cinéma, il a créé la Cinémathèque en 1936 et très rapidement il a enrichi les collections. Il s'intéressait beaucoup aux costumes. Donc c'est vrai que dès les années 50, on voit une grande richesse des collections de costumes avec notamment des costumes américains qu'il a parfois achetés en salle de vente. Il y a eu des ventes de la MGM. Et puis aussi ses collaborateurs allaient à travers le monde entier pour solliciter producteurs, réalisateurs, acteurs pour donner dans l'idée de faire un grand musée du cinéma. Bien évidemment, au fil des années, les collections ont été nombreuses et jusqu'à de nos jours, où on continue bien évidemment d'enrichir avec des productions contemporaines la collection. Oui, c'est vraiment une collection qui est vivante et qui continue chaque année à évoluer et à grandir. Oui, tout à fait. Les acteurs, les réalisateurs, les créateurs de costumes, mais surtout aussi les maisons de production qui détiennent l'ensemble des éléments liés au film, nous donnent chaque année des choses. On les sollicite également, bien évidemment. Mais aussi, c'est comme ça que la Cinémathèque continue à vivre et à montrer les trésors du cinéma. Et alors vous, comment êtes-vous devenue chargée de cette collection ? Quand est-ce que c'était et comment ça s'est passé ? Alors, je suis la responsable chargée de cette collection, donc de la collection de costumes, mais également la collection d'objets et de maquettes de décors, depuis 2007, mais je suis à la Cinémathèque depuis 1994. D'accord. Voilà, après mes études de cinéma, et c'est vrai que j'étais intéressée pour rentrer à la Cinémathèque, mais je suis rentrée un peu par hasard en fait, pour un remplacement, et après on m'a demandé de rester au fil des années, les premières années, avec des contrats pour être en fait guide conférencière dans le musée de Chaillot à l'époque. Ah, ok. Et donc je parlais de cinéma et petit à petit, effectivement, je me suis bien évidemment intéressée aux collections et au patrimoine que renfermait la Cinémathèque française. Plus spécifiquement aux costumes, parce que j'avais un intérêt particulier avec le costume, mais l'ensemble des collections de la Cinémathèque sont très riches et nombreuses. Et cet intérêt pour le costume, vous l'avez toujours eu ou ça s'est développé ? Oui, en fait, je l'ai toujours eu parce que je faisais moi-même des costumes, des vêtements, tout simplement. Donc, il y avait un intérêt, une affinité avec le costume. Et c'est vrai que c'est un élément que je regarde beaucoup dans les films. Donc, je suis très heureuse de m'occuper de cette collection. Et alors, en quoi consiste votre rôle ? Parce que j'imagine qu'il y a plein de missions entre la conservation, l'accueil, vous disiez, des créateurs de costumes, des personnes, j'imagine, qui viennent faire des recherches aussi, qui viennent vous voir, de la circulation de ces pièces. En effet, c'est vrai que c'est très varié. Donc, c'est en ça que mon poste est très riche et mes missions
m'apportent beaucoup et permettent effectivement de travailler sur les collections, de l'enrichissement jusqu'à la valorisation. Alors l'enrichissement, c'est le moment de l'acquisition, effectivement, comme on l'a dit, ça marche par des dons. Et ensuite, ça veut dire qu'il faut considérer chaque pièce avec un catalogage, avec une nécessité peut-être de faire des restaurations, mais d'en prendre soin dans le conditionnement, dans l'emballage, et ensuite de les faire connaître. Donc de les valoriser par le biais d'expositions, par le biais de publications, par le biais de podcasts, comme c'est aujourd'hui, et, ou par le biais de conférences aussi. Donc voilà, les missions sont très vastes et changent tout le temps. Alors bien sûr, on est beaucoup dans les réserves, puisque c'est là que se trouve le trésor de la collection. Mais ensuite, l'idée, c'est quand même de faire connaître ce patrimoine et de le montrer à un large public. La partie valorisation dont vous parliez. Voilà, la valorisation est importante parce qu'elle permet de faire connaître les collections. Et j'avais une question, mais je crois que j'ai eu un indice en visitant avec vous avant les réserves. C'était combien de personnes travaillent avec vous aujourd'hui pour faire vivre cette collection? Alors oui, en effet, puisque je suis toute seule pour gérer donc cette collection, c'est vrai que le travail est relativement important puisque la collection s'enrichit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2007, on va dire, quand j'ai pris en main les collections, j'ai attaqué un grand chantier des collections en reprenant chaque pièce, en les regardant, en faisant... donc un chantier des collections, ça veut dire effectivement... on met différentes étapes dans ce chantier, mais en ce qui me concerne, c'était effectivement dépoussiérer les costumes, les faire nettoyer pour ceux qui n'avaient pas été nettoyés ou essayer d'atténuer des tâches, faire donc un constat d'état, ensuite faire un plan de restauration et faire restaurer ce qu'il était possible, alors soit par bien sûr des restaurateurs du patrimoine, soit quelqu'un qui vient sur place et une restauratrice et qui restaure, mais ça peut être quelque chose de minime, recoudre un bouton qui se détache en cacher un trou en créant un support qui va être teint suivant le costume, puisque bien évidemment les costumes ils peuvent subir des dégâts lors du tournage, mais aussi dans leur vie après le tournage. Des fois ils partent dans des stocks, parfois ils vont dans des musées, mais à l'époque, ils n'étaient pas exposés comme aujourd'hui. Donc, lors de ces expositions, ça peut se détériorer. Dans des manipulations, ça peut se détériorer. Dans des mouvements, dans des transports. Donc voilà, tout ça est à prendre en considération. Et puis, à mettre en œuvre pour préserver la pièce, pour la conserver au mieux et pour la montrer dans le meilleur état possible. On ne va pas recréer quelque chose, mais on va pérenniser cette pièce et mettre en valeur le travail qui a été fait du créateur de costumes sur cette pièce. Et c'est vrai qu'on en parlait pendant la visite, mais on imagine qu'au moment de la création du costume, justement, vous parlez de pérenniser le costume. C'est pas forcément quelque chose que le créateur a en tête, parce que c'est vrai qu'au départ, le costume, il est créé pour vivre sur le corps d'un comédien ou d'une comédienne le temps de quelques semaines, le temps du tournage. Donc, j'imagine que voilà, il y a des pièces qui n'ont pas forcément été conçues pour durer sur des décennies. Non, on a voulu en faire un patrimoine et c'est très bien puisque ça permet de montrer, de valoriser ce travail. Mais c'est vrai qu'à la base, soit les matériaux utilisés ne permettent pas de le garder dans le temps, d'autant plus qu'aujourd'hui on peut utiliser des matériaux synthétiques, plastiques ou autres, et donc c'est vrai que certains peuvent être compliqués à maintenir, soit le budget ne leur a pas permis d'utiliser des matériaux nobles, très, très riches, etc. Soit c'était une volonté d'utiliser ça.
Et puis, de ce fait, c'est vrai que certaines pièces ont pu se détériorer, mais pas que liées à leur fabrication, comme je l'ai dit précédemment. À la conservation voilà, aussi, la conservation aussi. On n'a aujourd'hui pas la même politique de conservation des collections qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Donc, mais on peut avoir un costume de l'époque de Méliès qui va être mieux conservé qu'un costume contemporain d'un film qui a été réalisé il y a 2-3 ans. Oui, en fait, ça fait partie du destin de la pièce, j'imagine, ce qui va lui arriver aussi après le tournage, dans quelles conditions elle va être conservée. Puis il faut savoir qu'il y a eu des pièces qui ont été aussi modifiées, parce qu'elles ont fait partie de plusieurs tournages. Elles ont été dans des stocks, elles ont été modifiées, certaines ont été teintes, et de ce fait, parfois fragilisées ou modifiées, les coutures modifiées, parce que c'était pas la même actrice qui a porté la pièce. Oui. Donc ça fragilise aussi. Et alors justement sur la conservation, j'imagine que c'est un exercice très délicat en termes de température, d'exposition à la lumière. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos méthodes pour conserver ces costumes qui sont assez fragiles, j'imagine, dans l'ensemble? Des normes de conservation ont été définies en fait par notamment l'ICOM, qui est la réunion des musées internationaux, et qui a permis de définir certaines normes de conservation environnementale liées en l'occurrence au textile, mais c'est évoqué pour tous les biens culturels. Alors c'est vrai que pour le textile, on dit que 18-20 degrés en température est idéal, et puis une 50 à 55 degrés pourcentage d'humidité relative. Et c'est vrai qu'on essaye de respecter ça, que ce soit dans les réserves ou dans les expositions, en fait. Ensuite, les normes de conservation, elles ne sont pas liées seulement à la température, à l'hygrométrie, mais également aux matériaux d'emballage, aux matériaux d'exposition. On essaye d'utiliser un maximum de matériaux neutres pour ne pas nuire et ne pas amener des agents dégradants en contact avec les collections, avec l'œuvre. Donc toutes ces normes sont un maximum appliquées quand elles sont applicables. Chaque musée, chaque institution fait aussi avec ses moyens financiers, humains. Donc c'est pas évident. Mais ça veut dire aussi une précaution au niveau de la manipulation. Ça veut dire aussi une précaution dans les mouvements. Mais ça commence aussi... toute la conservation commence également dès qu'on enregistre une pièce dans les collections, parce que la documentation, ça fait partie aussi de la conservation de l'œuvre. Bien identifier une pièce permet aussi de la faire vivre en tant que telle, et justement de pérenniser son existence avec un numéro d'inventaire, une identification correcte. Et ensuite, il y a plein d'éléments de méthodologie, comme je viens d'évoquer, pour préserver l'œuvre. Et justement, à propos d'identification, je crois qu'il vous arrive de réceptionner des pièces qui sont non identifiées. Et donc là, c'est vous qui menez l'enquête pour essayer de retrouver d'où vient la pièce. Alors, c'est vrai que les dernières acquisitions sont en principe identifiées, puisque c'est le film qui vient d'être réalisé, mais on peut avoir des pièces plus anciennes, déjà qui ne sont pas identifiées, ou des acteurs, par exemple, qui ont conservé différents costumes de leurs différents films. Par exemple, Gérard Depardieu a eu l'amabilité de nous donner les costumes qu'il conservait, qu'il prenait après chaque tournage. Pourquoi je ne sais pas si c'est par nostalgie, par envie de se souvenir de ce film, par amour de ce costume ou du rôle qu'il a réalisé. Mais toujours est-il, il avait conservé et gardé, on va dire, plus que conservé, beaucoup de choses.
Ensuite, c'est vrai qu'il les avait gardés sans mettre une petite étiquette pour savoir de quel film ça appartenait. Donc, la difficulté pour moi, ça a été de les identifier. Alors, certains sont assez emblématiques. On voit un costume de Cyrano de Bergerac. On le reconnaît. On le reconnaît. Enfin, surtout pour moi qui ai vu le film plusieurs fois, ou même d'autres films de Depardieu qui sont assez connus. Mais c'est vrai que certains, quand on voit un costume signé, par exemple, Yves Saint-Laurent, il en a porté différents dans différents films. Donc il faut... C'est tout un travail de recherche. L'identification, c'est pas évident. Je me suis aidée de Gilles Noir, qui était une de ses habilleuses, qui a commencé au moment de Force Hagan. Oui. Et avec lui, en tout cas, pas sa carrière, parce que sa carrière est longue, mais elle a commencé à être son habilleuse à ce moment-là. Et donc, c'est vrai qu'elle avait une grande facilité à identifier les pièces qu'elle avait touchées. Oui. Donc, elle avait fait le film avec lui, à ses côtés. Certaines fois, elle ne savait pas identifier, donc ça a été mon travail de recherche. Je m'aide avec l'iconothèque de la Cinémathèque, je m'aide en regardant le film, je m'aide avec Internet aussi, bien évidemment, et puis avec les livres publiés pour retrouver des images et des éléments qui peuvent... c'est une vraie enquête. Ah, c'est une vraie enquête, oui. C'est une vraie enquête. Il y en a quelques-uns encore que je n'ai pas identifiés, mais je ne désespère pas. Je regarde, j'abandonne, je fais autre chose, j'y reviens, donc je vais y arriver. Et les costumes, ensuite, peuvent partir pour des expositions. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Par exemple, je me demandais, est-ce qu'il y a des pièces qui sont beaucoup plus demandées que d'autres? J'imagine qu'avec une telle collection, comme souvent, il y a des pièces un peu stars qui sont très demandées, et puis d'autres un peu moins. Alors, effectivement... Comme je l'évoquais, l'intérêt, c'est de valoriser les collections, donc de les montrer aussi, de faire parler de la Cinémathèque et de l'étendue de ces collections. Alors, montrer les costumes, ça veut dire aussi en prendre soin au moment de l'exposition, puisque ça peut être un moment critique aussi, puisqu'on va manipuler, on va mettre les costumes. Voilà, il y a le transport, on va mettre les costumes sur un mannequin, donc on va les toucher, on va les manipuler. Donc déjà mon travail, c'est de savoir comment on va présenter. Moi je demande essentiellement que les costumes, pour les préserver, soient sous vitrine, à l'abri donc de la poussière. Et ensuite, bien évidemment, là on revient avec les normes de conservation, température, hygrométrie, lumière. Luminosité aussi, oui, j'imagine. Voilà, lumière. Donc on préconise autour de 50 lux pour exposer les costumes. C'est pour ça que certains ont l'impression qu'on ne voit pas bien les pièces en exposition, mais c'est pour préserver qu'on met une luminosité, une intensité assez basse. Ceci étant, 50 lux, ça permet de voir correctement les pièces si l'éclairage est bien fait. Et donc, mon travail, ça va être effectivement de faire partir la pièce, de l'emballer et de la mettre sur un support adéquat. Oui. Donc ça veut dire le mannequin. Donc, moi, j'ai travaillé vraiment cet axe. Parce que, voilà, dans le passé, si on reprend l'époque de Chaillot, effectivement, les costumes n'étaient pas toujours... étaient parfois accrochés, donc abîmaient le textile, et n'étaient pas, effectivement, sur une forme adéquate. Alors, au niveau des matériaux utilisés, mais des fois au niveau de la forme aussi. Oui. Donc, ça pouvait créer des tensions, des plis de mémoire, et abîmer le costume. Donc en fait mon travail, ça a été de m'allier à des professionnels comme Carmen Lucini, muséographe, qui réalise le mannequinage des costumes sur des mannequins qu'on réalise en matériaux neutres pour ne pas nuire à l'œuvre. Et ensuite on part du costume pour recréer la forme, le corps de l'acteur ou de l'actrice. On va bien sûr fabriquer des jupons, des tournures, des crinolines,
un système de pantalonnage pour recréer les jambes, pour mettre en valeur le costume. Et donc moi je viens avec tout ce matériel et j'expose, je monte et je démonte le costume en exposition. Vous voyagez avec la pièce, voilà. Vous l'accompagnez J'accompagne la pièce parce que c'est une manière aussi d'être attentif à nos collections. On établit bien sûr un constat d'état au départ de la pièce, en confrontation avec la personne, l'institution qui nous reçoit. Ça peut être un responsable de collection, le directeur de l'institution, un restaurateur. Et ensuite, donc je monte la pièce, elle est en sécurité en vitrine, et je m'en vais pendant le temps de l'exposition, bien évidemment, et je reviens pour le démontage, et on refait un constat au moment du démontage pour voir si la pièce ne s'est pas détériorée. Et c'est passionnant ce travail sur les modèles, enfin sur les bustes que vous m'avez montré. Je mettrai des photos sur le compte Instagram. C'est très beau, ces objets. Et c'est vrai qu'on en parlait, mais c'est vraiment aussi une différence entre le costume de cinéma et la mode. C'est que la mode est pensée pour des corps en général, alors que le costume est vraiment pensé pour le corps d'un comédien ou d'une comédienne et à un certain moment de sa vie avec une morphologie précise. Et donc, c'est vraiment impressionnant de voir tous ces bustes comme ça qui sont créés. Et je vous posais la question de comment aussi vous récupériez les mensurations. Et vous me disiez, c'est le costume qui parle, en fait. C'est en mesurant le costume que vous retrouvez les mensurations de la personne qui le portait à ce moment-là précis. Oui, en effet, la différence entre le costume de mode et le costume de cinéma, le costume de cinéma va être effectivement créé pour une personne unique, en l'occurrence, et bien précise, qui est l'acteur, l'actrice du film à ce moment-là. Oui, ce que j'ai pu expliquer, c'est qu'en ayant des costumes de la même personne, mais à deux époques différentes, son corps, comme le corps de tout être humain, de nous tous, change au fil des années, etc. Donc, c'est vrai qu'on ne se réfère pas à Internet pour savoir aujourd'hui les mensurations de tel acteur. On peut regarder ça pour sa grandeur, pour savoir pour la taille, mais pour les mensurations, non. C'est le costume qui va parler et on recrée le corps de cette manière. Le costume de mode, il est créé, le vêtement de mode, il est créé pour le mannequin, qui ont en principe les mensurations standard, d'un mannequin de mode. Donc c'est pas du tout la même démarche. Et en plus, souvent c'est pas exposé de la même manière. C'est vrai que si on regarde les expositions de mode et les expositions de costumes patrimoniales, costumes de cinéma qui sont rattachés à une personne, ça diffère dans la manière d'exposer, parce que souvent on ne peut pas exposer avec le même type de mannequin. Il faut faire un travail, comme je l'évoquais, de mannequinage, c'est-à-dire travailler sur le corps pour retrouver les mensurations de l'acteur. Sinon, on regarde un costume de cinéma et on se dit « Ah bon, tel acteur a porté ça », mais j'ai pas l'impression qu'il ressemble à ça si on le met sur un mannequin. Oui, c'est ça, standard. Voilà. Oui, ça contribue à lui redonner vie aussi d'une certaine manière. À se projeter, même si on voit pas l'image de l'acteur, mais on voit son corps à ce moment-là. Oui. Et quant aux costumes qui peuvent être le plus demandés, en fait, il y en a pas vraiment, parce que nous, on se rapproche d'une thématique. C'est-à-dire que l'avantage de cette collection de costumes de cinéma, c'est que je vais collaborer avec des musées de mode, tels que Galliera, qui fait actuellement l'exposition sur Coco Chanel. Coco Chanel a collaboré pour l'année dernière. Oui, pour l'année dernière à Marion Bad, pour 2 robes. En fait, collaborer, c'est un bien grand mot, parce que en fait, les robes ont été prises des défilés.
Et Alain Resnais les a choisies du défilé, donc elles ont été créées. Donc elles n'ont pas été pensées pour le film. Non, elles n'ont pas été pensées pour le film. Elles ont été vraiment sorties de défilé et le choix a été fait entre Alain Resnais et Delphine Seyrig qui portait ces robes. Mais c'est vrai que c'est le même cas pour L'homme de ma vie, un film de Takela où c'était lors d'un défilé pour Christian Lacroix que la robe de mariée, une petite robe magnifique, broderie et mousseline de soie, a été utilisée dans le film et portée par Eline Leros. Et donc, voilà, mais lié à une exposition, si c'est en l'occurrence Chanel, voilà, ils ont utilisé ces 2 costumes qui étaient dans la collection de la Cinémathèque. Mais parfois, on expose dans une thématique qui est liée au cinéma, comme une exposition à Lyon qui a eu comme thème le péplum. C'est vrai qu'ils avaient emprunté beaucoup de costumes autour d'Astérix, justement, aux Jeux Olympiques, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ aussi. Mais par exemple, il y a d'autres expositions, par exemple Fellini, que l'on a fait quand Fellini rêvait de Picasso, que l'on a fait à la Cinémathèque, où on a exposé des costumes de Fellini Satyricon. Donc, effectivement, ça peut être du cinéma, mais ça peut être d'autres lieux. Vous voyez, je parlais de Fourvière à Lyon, c'est un musée d'archéologie. Des fois, je peux exposer dans un musée art et histoire. Vous me parliez de littérature aussi avec Victor Hugo. Oui, tout à l'heure. alors la maison de Victor Hugo, effectivement, avait fait une exposition et j'ai montré les costumes de l'homme qui rit. Il y a eu et aussi au centre de la déportation et de la résistance à Lyon, quelques années, une exposition sur la mode féminine en temps de guerre. D'accord. Donc ils ont pris des costumes dont les films étaient situés au moment de la guerre, tels que Lucie Aubrac, tels que Bon Voyage. Voilà, je peux exposer dans différents lieux. Oui, et en donc, fait, beaucoup de contextes. Voilà, c'est le thème de l'exposition qui parle. Mais j'ai aussi participé à l'exposition de Vuitton, Voler, Voguer, Voyager, qui parlait bien sûr de la maison Louis Vuitton, mais aussi des actrices de cinéma qui avaient été clientes chez Louis Vuitton, et notamment Greta Garbo. Et donc, bien évidemment, cette robe, elle n'avait rien à voir avec Louis Vuitton, mais c'était une manière de parler. Vous avez prêté un costume. Voilà, j'ai prêté un costume Garbo, prêté lors d'une soirée MGM dans les années 30 par Greta Garbo. Et Greta Garbo, elle faisait faire ses malles de chaussures, parce qu'elle faisait faire les chaussures chez Ferragamo, Salvatore Ferragamo, en Italie, et elle faisait faire les malles chez Louis Vuitton. Donc c'était une manière de parler d'elle et de parler de la maison Louis Vuitton. D'accord. Mais j'imagine que c'est... Alors, parce que moi, j'avais cette intuition donc, qui est fausse, qu'il y avait des pièces qui voyageaient beaucoup plus que d'autres. Et en même temps, tant mieux, j'imagine, parce que je me disais que comme c'est fatigant, entre guillemets, et risqué pour une pièce de voyager, c'est bien si justement ces déplacements sont plus ou moins équilibrés. J'imagine que peut-être vous y veillez aussi à pas trop faire circuler une pièce pour pas la vieillir, entre guillemets, ou la fragiliser. Effectivement, ça fait partie des critères de choix et d'acceptation ou de refus. Alors, c'est pas parce que c'est forcément demandé, mais de plus en plus, c'est vrai que les expositions coûtent cher avec la scénographie. Donc, souvent, on fait ou des coproductions, où on vend l'exposition, par exemple, que l'on fait à la Cinémathèque, on la propose à d'autres musées et elle part. Alors, c'est vrai que quand ça a été exposé quelques mois à la Cinémathèque, 3-4 mois, on n'a pas envie qu'une pièce fragile reparte aussitôt après. Normalement, l'ICOM préconisait 3 mois d'exposition, 3 ans de repos. Ah oui, c'est un ratio... Voilà. Alors, les 3 ans de repos ne sont pas toujours respectés et
c'est une généralité, on fait en fonction de la fragilité de la pièce. Certaines pièces peuvent voyager et être exposées plus que 3 mois. Mais c'est vrai que là, par exemple, on est sur le projet Cinémode par Jean-Paul Gaultier. C'est vrai que des pièces vont être exposées à Paris et ne vont peut-être pas exposer plus tard, au moment de l'itinérance, si l'itinérance se fait comme prévu, mais il y aura un temps de repos, et comme il y a plusieurs étapes dans cette exposition, peut-être qu'elles ne feront pas la 2e étape, elles feront seulement la 3e étape, parce que ça leur permettra... C'est un peu comme une tournée. Voilà, c'est une tournée. Avec des doublures. Est-ce que vous avez des doublures alors? Est-ce qu'il y a d'autres pièces que vous allez mettre à la place Alors, dans le choix de la scénographie et du commissariat d'exposition, bien évidemment, on pense faire tourner des pièces. C'est-à-dire que dans la sélection, par exemple, de Jean-Paul Gaultier, il y a des pièces que l'on ne va pas voir à Paris, mais qui seront présentées dans l'itinérance. Mais on n'a pas des doublures, on ne fait pas des copies des costumes. Enfin. Oui, non, je pensais plutôt d'autres pièces. Oui, d'autres pièces, bien sûr, parce que d'abord, il y a des pièces de la Cinémathèque, et puis il y a des pièces d'autres institutions ou de collectionneurs privés, et ils n'ont pas forcément autorisé à ce que ça parte pendant 2 ans, 3 ans, ça dépend des tournées. Et donc voilà, on respecte ça pour la conservation de la pièce. Et puis ensuite, parce que tous les lieux ne sont pas identiques, ne sont pas forcément aussi grands qu'à la Cinémathèque, et que dans ce cas-là, il faut faire un choix, que la scénographie peut changer, que le choix des pièces peut changer. Mais c'est vrai que sur plusieurs expos, sans que ce soit des costumes, on a travaillé de cette manière. C'est-à-dire qu'on pense aussi quand même à l'itinérance des expositions. La Cinémathèque travaille de plus en plus avec l'international. Alors, le département de costumes, objets, décors peut effectivement prêter juste une pièce, comme je l'ai évoqué sur les différentes institutions, que ça soit... effectivement des musées en France, en Europe ou à l'international, mais aussi je collabore avec le service des expositions, la production des expositions, et là, quand c'est une exposition Cinémathèque, c'est l'ensemble qui est proposé, et avec une rotation des pièces, bien évidemment, suivant leur fragilité. Mais d'ailleurs, on parlait de double, mais comme c'est quand même un procédé assez courant sur les tournages de faire des doubles de certains costumes pour plusieurs raisons, que ce soit soit des cascades, soit des effets spéciaux, ou soit juste parce que le costume va être beaucoup porté et qu'il faut se faire une sécurité. Est-ce que dans la collection, vous avez des costumes en plusieurs exemplaires? Oui, en effet. On va prendre le film effectivement qui a permis ça, c'est 8 femmes de François Ozon. D'accord, oui. Effectivement, le film a été fait comme un théâtre filmé. On les voit très régulièrement dans cet appartement, sur scène. Et donc, elle porte essentiellement le même costume. Oui, c'est plutôt un costume unique, c'est ça. Voilà, mais c'est un costume unique. Bon, il y a Isabelle Huppert qui change et qui se met une robe de soirée à un moment donné. Et puis, il y a parfois, il y a les manteaux. Elles donnent l'impression de sortir ou d'arriver, etc. Mais essentiellement, elles sont habillées de la même manière. Donc, effectivement, on les a en double. Pas tous, pas les manteaux, pas quelques accessoires, mais essentiellement les robes, on les a en double, tout simplement parce que les ateliers du costume, qui étaient dirigés par Daniel Boutard et qui faisait des merveilles en création de costumes, nous avaient donné un exemplaire, on va dire, de ces costumes. Et quelques années plus tard, les productions et François Ozon nous ont donné un autre exemplaire. Donc voilà, effectivement, ceux-là, on les a en double, mais c'est plutôt rare. Oui. Après, quand vous évoquiez les cascadeurs, c'est différent parce que c'est les costumes du cascadeur. Oui, c'est la doublure, le cascadeur. C'est pas pensé pour le même corps. C'est pas pensé en tout cas pour le même acteur. C'est vraiment une doublure. La doublure, le cascadeur doit ressembler
dans les être grandes proche lignes de l'acteur qui double, mais parfois c'est pas tout à fait ça. À quelques centimètres, il y a des retouches qui peuvent être faites sur un costume, mais voilà. Et vous parliez aussi du fait que la collection continue à s'enrichir, et je me demandais justement comment ça s'organise, comment se passent les nouvelles acquisitions, et vous parliez un peu des relations que vous pouviez avoir par exemple avec des sociétés de production. Alors en fait, les collections s'enrichissent, mais l'ensemble des collections, pas seulement les collections de costumes, c'est vrai que il y a un rapport de confiance et de fidélité qui s'établit en fait avec les maisons de production qui détiennent les collections. Et c'est vrai que quand ils nous ont donné quelque chose, ils me rappellent pour me dire on a fait tel film, est-ce que ça vous intéresse ? Et c'est comme ça que ça perdure, mais également avec les créateurs de costumes. On a évoqué Anaïs Roman, Madeleine Fontaine, Pascaline Chavannes, Thierry Delettre. Tous ces gens-là connaissent la Cinémathèque, ont collaboré et nous ont parfois aidés à identifier des choses. Et de ce fait, c'est vrai qu'ils incitent aussi la maison de production à donner à la Cinémathèque. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas de leur propre chef, les créateurs de costumes, parce que comme vous le précisiez, c'est la société de production qui détient les droits, mais ils peuvent en tout cas encourager, inciter à faire un don. parce que y a un dialogue, parce que qu'est-ce qu'ils font après. Oui, c'est ça. C'est toujours cette question de que deviennent les costumes après. En fait, ça dépend comment ils ont travaillé. Si c'est des créations, c'est intéressant de les donner, à la Cinémathèque. Si c'est des locations, il y a énormément de locations, c'est vrai. Il y a quand même beaucoup de locations aussi. Il y a des stocks vivants qui tournent encore et qui permettent de faire un choix de certains costumes. Donc voilà. Et si c'est des achats, ça vous intéresse pas ? Parce que maintenant, dans le contemporain aussi, il y a une partie de pièces qui sont achetées en fait pour un film. C'est des choses que vous pouvez intégrer dans la collection ? Il y en a eu. Il y a des choses qui ont été achetées, effectivement, de grandes marques ou de haute couture qui ont pu... Oui, c'est un peu ce que vous disiez finalement pour l'année dernière à Marianne Bad. D'une certaine manière, c'est un achat. Mais ça, voilà. Alors bon, oui, c'est historique et extrêmement emblématique, mais c'est vrai que aujourd'hui, quand on pense à achat, effectivement, on va penser à des marques comme Zara, H&M, voilà, pour des choses contemporaines. Ils peuvent trouver dans des grandes des marques comme ça. Marques, oui. Voilà. Parfois, ils achètent dans des collections, bien sûr. Pour le Saint-Laurent, donc le Yves Saint-Laurent de Jaline Lesper, c'est vrai qu'ils ont été dans des stocks pour rechercher des costumes de Yves Saint-Laurent. Ils n'ont pas tout fait fabriquer et ils ont utilisé effectivement la collection du musée Saint-Laurent puisqu'ils ont eu accès, mais après tous les autres personnages secondaires ou dans la vie courante, ils étaient habillés par ce qui se faisait à l'époque, donc ils ont été dans des vieux stocks, ils ont acheté des choses, voilà. Donc ça, effectivement, ça a été donné par la société de production et accompagné par Madeleine Fontaine, qui était la créatrice de costumes de ce film. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir vraiment une fabrication du créateur de costumes et de ses équipes. Ça ne veut pas dire pour autant que le travail de l'achat est inintéressant, parce que c'est une démarche aussi pour construire le personnage. Bon, vous l'avez vu dans les interviews, comment les créateurs de costumes travaillent aussi. Oui, il y a tout un maillage en effet, et c'est vrai que... Oui, parfois ils ne peuvent pas fabriquer parce que ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas les équipes, parce qu'ils pensent plutôt trouver en achetant, voilà. Donc ça contribue à expliquer aussi le travail qu'ils font pour créer ce personnage, pour créer le
costume. Et alors maintenant, j'ai quelques questions un peu plus personnelles sur votre rapport au costume et à la collection. D'abord, je me demandais si dans l'histoire du cinéma, il y a, vous, à titre personnel, des costumes qui vous plaisent particulièrement, que vous aimez beaucoup. Alors, il y a des créateurs que j'apprécie. Alors, si on n'évoque pas les contemporains, même si j'ai souligné le travail d'Anaïs Roman, que je trouve vraiment magnifique, tout en délicatesse et avec une belle finition, qui travaille beaucoup donc avec Daniel Boutard, que j'évoquais tout à l'heure. Mais si on parle de manière plus historique, c'est vrai que les costumes de Cecil Beaton m'ont plu. Il y a eu aussi en fait plus des actrices aussi qui portaient des costumes. C'est vrai que l'on n'a pas dans les collections, telles que Audrey Hepburn par exemple. Bon, on n'a aucun costume de cette actrice, mais certainement parce que j'aimais le personnage, ce qu'elle représentait et la manière dont elle était habillée, beaucoup par Givenchy certes, mais après il y a des collaborations qui m'ont intéressée aussi, par exemple et là on l'a dans les collections, le travail de Karl Lagerfeld avec Stéphane Audran par exemple. C'est vrai que cette collaboration a suivi la carrière de Stéphane Audran, et c'est vrai que c'est intéressant. Donc on a plusieurs costumes de Stéphane Audran, effectivement. Le charme discret de la bourgeoisie, mais aussi Noces rouges. Voilà, il y a eu beaucoup de choses dans la silhouette, que ce soit du chapeau au costume lui-même et jusqu'aux chaussures. On a tout ça. Voilà, après, non, moi je suis sensible à beaucoup de choses, aux matériaux, mais aussi au style, aussi comment le costume est porté, parce qu'il est... Bon, moi je vois que le costume, mais avec l'iconographie, avec le film, il vit le costume. Donc aussi le port du costume et tout ce travail du choix du créateur et de son talent artistique, hein, mais aussi du choix. Quelle note donner à ce personnage, quel ton, quelle couleur, comment ça se marie dans un décor, comment ça se marie dans une ambiance. Voilà, le costume, il n'existe pas en tant que tel. Il aide la narration du film et la création du personnage. C'est un peu tout ça que je souligne. Oui. Et justement, dans les costumes portés par Audrey Hepburn, il y a certains films dont vous aimez particulièrement les costumes avec elle ? Moi, je la trouve pleine de simplicité dans Vacances romaines, mais une grande sophistication dans My Fair Lady. Donc, elle fait un tel panel au niveau des costumes et au niveau ou dans Drôle de frimousse. Voilà, c'est très varié. Donc, il y a beaucoup de... Chez Cecil Beaton, ce qui me plaisait aussi, c'était le travail un peu géométrique, du noir et du blanc. Voilà, c'était... c'est ça, en fait. Mais c'est vrai que ça doit être très impressionnant de voir ces costumes, parce que je crois qu'elle a vraiment l'air d'être d'une minceur incroyable. Et je pense que les mensurations de ces costumes doivent être vraiment particulières. Ah oui. Notamment un tour de taille. Je peux moins l'évoquer puisque je n'ai pas de costume d'elle dans les collections, mais rien que l'image parle quand même. Oui, effectivement, elle était un petit gabarit. Mais il y a des petites femmes. Je vois ou ne serait-ce que Elizabeth Taylor, qui a eu un corps qui a énormément changé au fil des années, mais on a Little Woman, les 4 filles du Dr March, donc de Mervyn Leroy. Elle avait 17 ans, elle avait une taille de guêpe. Bon, dans Secret de cérémonie de Losey, quelques années plus tard, portant un magnifique costume de Marc Bohan, c'était plus la même femme. Donc effectivement, a changé au fil des années. Mais c'est... Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Certainement la diversité.
la diversité de mes missions, qu'on a tout évoqué, hein, catalogage, enrichissement, mais la restauration, c'est vrai que ça me plaît énormément, la restauration, vraiment regarder la pièce, ne serait-ce que d'être en tête-à-tête avec la pièce, l'œuvre, et puis ce travail de valorisation. Alors vraiment, les missions sont très variées, mais aussi l'échange que je peux avoir aussi dans ce métier, parce que le fait de gérer les collections transversales, de l'enrichissement jusqu'à la valorisation, finalement me permet de toucher beaucoup de corps de métier. Que ça soit effectivement, on a évoqué les sociétés de production, les créateurs, mais les acteurs aussi, parce que parfois c'est eux qui donnent. S'ils ont gardé des pièces ou ils ont gardé pendant longtemps des pièces, Josiane Balasco, ou Thierry Lhermitte avait gardé des choses du Père Noël est une ordure. Et puis, avec les années, ils se sont dit que peut-être ça serait mieux à la Cinémathèque que le manteau de Josiane Balasco. Effectivement, il a été exposé en Belgique, à Liège, sur une exposition des années 80. Voilà, donc il a été montré. Bon, Josiane Balasco a également donné des choses pour l'exposition Cinémode par Jean-Paul Gaultier. Donc voilà, il y a ce rapport aussi. Ça permet aussi de comprendre leur rapport au costume, pourquoi ils l'ont gardé pendant des années, etc. Mais je vais travailler aussi avec des conservateurs de musées, puisque je vais aller exposer ailleurs. Je vais travailler avec des restaurateurs. Ça m'intéresse beaucoup. Enfin, je pense que la restauration m'intéresse beaucoup, en fait. Donc, c'est vrai que ce rapport avec les restaurateurs est riche aussi, parce que, en ce qui concerne le costume, on essaye de comprendre comment il a été fabriqué. Oui. Parce que, par exemple, j'ai pas toujours les secrets de fabrication. On me donne l'objet, je sais pas comment il a été fait, j'ai pas vu le créateur. Donc, parfois, on se rend compte qu'il y a l'utilisation de matériaux anciens, de vieilles dentelles qui ont été chinées aux puces, mélangées avec des dentelles plus modernes, mécaniques. Il y a des passementeries d'ameublement qui ont été utilisées pour faire illusion, ou même du tissu d'ameublement pour faire tel ou tel costume. Donc voilà, avec la restauratrice qui est une spécialiste dans le textile et dans les matériaux, même si moi je me suis également formée sur les matériaux, c'est vrai que ce dialogue entre nous permet de mieux comprendre le costume. Et puis après, effectivement, au moment de publication de ma part, de conférences, d'échanges, je peux être amenée à accueillir des journalistes, des étudiants aussi, bien sûr, des étudiants et des chercheurs, pour les accueillir dans les réserves ou leur montrer des pièces qui sont exposées, ou des doctorants. Je suis des étudiants dans leur mémoire, je prends des stagiaires pour faire des recherches, mais pour faire leur stage d'études également. Voilà. Donc tout ça m'amène à beaucoup de rencontres en fait, riches et intéressantes. Voilà. Et est-ce que vous avez quelques pièces préférées dans le stock à titre personnel? Ça, c'est toujours la question piège. J'en ai tellement. Enfin. Tout à l'heure, on évoquait la collection de Chanel qui est exposée à Galliera. Je pense que effectivement les deux pièces de la petite robe noire à volant et à bretelles de Coco Chanel, donc portée par Delphine Seyrig dans l'année dernière à Marienbad, elle est tellement intemporelle, d'une élégance, d'une finesse, que vraiment je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a un grand nombre de pièces qui... j'évoquais aussi Karl Lagerfeld. C'est vrai que le charme discret de la bourgeoisie, elle est d'une simplicité, et elle est intemporelle quand même aussi. Oui. Avec ce triangle dessiné dans le dos, c'est d'un sexisme
ravageur, certainement. Enfin, Buñuel devait fortement apprécier, je pense. Et est-ce que, pour terminer, il y a un costume, un objet que vous aimeriez particulièrement acquérir pour la collection ? L'enrichissement, les acquisitions, c'est un sujet très délicat, en fait, parce que c'est lié aux moyens financiers. Quand il y a des ventes, oui. Parfois, c'est pas accessible parce que les prix sont susceptibles de s'envoler. Ça, c'est plutôt pour des choses qui sont vendues aux États-Unis. En France, il y a un peu moins ce marché, cette folie autour des costumes, en tout cas pour l'instant. Parce qu'il y a quelques années, on a pu acquérir des costumes, notamment de films Pathé, qui ont été mis en vente aux enchères. Les prix de départ n'étaient pas énormes, hein, c'était autour de 300, 400. Alors bon, ça a monté un peu pendant la vente, mais bon, ça nous a permis d'acquérir, c'était plutôt des pièces autour des années 50, 60. Il y avait la princesse de Clèves, les trois mousquetaires, par exemple. Donc toutes ces pièces, elles nécessitaient quand même un peu de restauration pour certaines. Mayerling aussi, de Terence Young, où il y avait 2 pièces. Donc, bon, après, on est intervenu sur les pièces. Hein. Il y avait Maxime, il y avait Paul Bouille. Donc, voilà, certaines pièces ont été exposées. Et puis, d'autres, je les ai montrées aussi au musée, puisque le musée, avant qu'il devienne le musée consacré à Georges Méliès, que l'on a ouvert cette année. Auparavant, c'était plutôt lié aux collections de la Cinémathèque, et donc il y avait une vitrine dédiée aux costumes. Et là, je faisais une rotation des costumes, et je montrais souvent les dernières acquisitions pour valoriser justement l'enrichissement et montrer que la Cinémathèque continue d'enrichir et de vivre. Et bon. Des fois, les dernières acquisitions sont des films du passé. Voilà, des films du passé, certes, mais enfin... mais ça montre, le dynamisme de la collection. Voilà. Donc, pas de rêve d'acquisition particulier, ça dépend des opportunités. Oui, ça dépend des opportunités. Et puis, comme je vous dis, des fois, on n'a pas beaucoup de choses de certains grands noms du cinéma. Mais voilà, parce que ça ne se trouve pas sur le marché. Voilà, il y a des collections. Bon, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas si on parle de Marlène Dietrich, c'est vrai qu'il y a une immense collection de Marlène Dietrich en Allemagne, à la Deutsche Kinemathek de Berlin. Oui, bon, que voilà. J'ai vu d'ailleurs, c'est très beau cet endroit, et ils ont des pièces magnifiques. Ah, ils ont des pièces magnifiques. Mais une fois qu'ils les ont dans leur collection, j'imagine qu'il y a très peu de chances pour qu'ils décident de s'en débarrasser. Oui, alors de s'en débarrasser, certes, mais ensuite, s'il devait y avoir une pièce sur le marché, ils se porteraient acquéreurs certainement tout de suite. Bon, je ne connais pas leurs moyens, mais voilà, nous, on a une pièce de Marlène Dietrich dans les collections qui se mettent. Audrey Hepburn que j'évoquais tout à l'heure, voilà, il y a la collection autour d'Audrey Hepburn, donc des actrices comme ça devient difficile. Mais c'est plus les collectionneurs privés aussi, j'imagine, qui à un moment revendent parce que pour des questions de moyens ou de, je sais pas, de succession. Oui, les collectionneurs privés, en fait, il y en a beaucoup. Parfois, ils n'ont pas les moyens de restaurer ou de conserver convenablement la collection. Donc, ça peut peut-être leur arriver de revendre. Oui. Mais c'est vrai que s'ils ont les moyens, ils se portent acquéreurs aussi pour des pièces. Donc, ça fait aussi de la concurrence. Nous, c'est vrai que l'enrichissement se fait essentiellement par les dons, parce qu'on n'a pas de budget pour acquérir. C'est plutôt rare, surtout pour les costumes. Donc, on favorise le don. Et c'est vrai que de nos jours, on acquiert plus facilement des productions françaises que étrangères.
alors qu'à l'époque de Langlois, c'était plus international. Plus international. Aujourd'hui, il va y en avoir un peu, mais parce qu'on a reçu Clint Eastwood et qu'il va nous donner quelque chose. On a reçu Martin Scorsese qui s'est appuyé sur les collections de la Cinémathèque pour faire Hugo Cabret. Oui, puis qui est vraiment très sensible à cette notion-là de conservation de patrimoine. Et il y avait déjà des échanges avant Hugo Cabret avec Martin Scorsese, mais là, c'est vrai qu'il nous a donné un automate qui est exposé dans l'exposition Méliès actuellement, dans le musée Méliès, et qui a donné également des dessins liés à ce film, par exemple. Mais bon, notre travail, c'est de solliciter aussi tous ces gens-là. Pour Wes Anderson aussi a donné des choses, mais après les Français qui ont fait des films plus à l'international comme Jean-Pierre Chenet, le Alien, il nous a donné quelque chose pour le musée, donc tout ça on peut le découvrir au musée. Le musée nous a permis de solliciter un peu plus des gens à l'international, mais c'est peut-être moins évident qu'à l'époque de Langlois, parce qu'à l'époque de Langlois, il y avait Langlois et il y avait moins de concurrence. Aujourd'hui, tous les studios... parce qu'il a été précurseur, j'imagine, dans cet intérêt pour la conservation de costumes, de maquettes de décors. Ça se faisait pas trop à l'époque. Non seulement il était précurseur, il avait une équipe et des collaborateurs qui l'aidaient aussi pour enrichir les collections. On a déjà évoqué Lotte Eisner qui... a beaucoup contribué à enrichir la cinémathèque autour du cinéma allemand. Mais effectivement, aujourd'hui, d'abord, il y a plusieurs collections, plusieurs lieux qui sont devenus patrimoniales et qui gardent les éléments autour d'une personne. Et puis, il y a aussi les studios américains qui font leur propre musée, qui reçoivent du public, qui font visiter. Et qui ne créditent pas forcément les créateurs des costumes dans leur musée, d'ailleurs. C'est ce dont Deborah Landis me parlait. Elle me disait qu'elle a par exemple, les costumes d'Indiana Jones exposés dans, je ne sais plus, je crois que c'est Universal ou Paramount, mais qu'à aucun moment son nom n'est cité sous les costumes. C'est une autre façon aussi de présenter le travail et de créditer. Oui, je pense que c'est peut-être moins valorisant. En fait, on parle de l'ensemble du film, mais on parle pas. On valorise pas trop les métiers derrière. Ce qui est différent ici. Oui, bien sûr. Heureusement. Merci à Charline Carrère de m'avoir ouvert les portes des fantastiques collections de costumes de la Cinémathèque française et pour son témoignage sur son passionnant métier. Vous pouvez retrouver les costumes que nous évoquons sur Instagram @professioncostumière. Si vous aimez Profession Costumière, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.